Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers maîtres, chers amis et meubles l'assistance. À mon tour de remercier la Marf à leur tête, mon ami Adnan, de cette invitation. J'avoue que tout d'abord, le thème proposé, j'ai dû lui demander un thème d'anesthésie, mais j'ai dû accepter pour une seule raison, au moins deux raisons, parce que l'infectiologie et l'antibiothérapie, ce n'est pas l'affaire des praticiens en réanimation, c'est l'affaire de tout le monde. Et vous allez le constater à travers des cas cliniques en médecine péri-opératoire, on rencontre ces germes assez souvent. Et puis, en matière d'antibiothérapie, si on veut gagner le pari, comme disait le professeur Mahmoud, je pense que c'est l'affaire de tout un chacun et ce serait mon mot de la fin. Donc, j'aurai à traiter les entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, donc l'actualité de la prise en charge. L'essentiel en probabiliste, il a été traité par mon ami professeur Bouazaoui. Donc là, je vais enchaîner. Mais certaines définitions, il s'impose pour dire que les entérobactéries, ce sont des bacilles gram négatifs, tout le monde le connaît, qui sont retrouvés un peu ubiquitaires au niveau du sol et au niveau de l'eau, et se sont retrouvés essentiellement au niveau de l'intestin des animaux et de l'homme. Et c'est de là que vient leur nom entérobactéries. Et on a une liste, ce n'est pas exhaustif, mais les principales, on les reconnaît, les Escherichia coli, l'entérobactère, les Klebsiella, les Shigella et les Citrobactères. Ce sont des bactéries qui sont responsables d'infections fréquentes, que ce soit en communautaire ou bien en nosocomial. Alors, ce sont des infections qui sont généralement traitées par les bêta-lactamines. Et là, c'est une classe pléthore, on dénombre les PNAM, les PNM, c'est les carbapénem, les CFM, c'est les céphalosporines, et puis le monobalactam, l'azthrionam, qui reste une molécule très importante, très intéressante, mais malheureusement, n'est pas commercialisée au Maroc. Au cours de ces deux dernières années, donc on assiste à une augmentation de la résistance des entérobactéries à ces antibiotiques, et surtout les deux germes, Escherichia coli et Klebsiella pneumoniae. Donc cette résistance aux bêta-lactamines, elle a été signalée, donc ça peut être soit naturellement sensible, les entérobactéries peuvent être naturellement sensibles, c'est le cas des Escherichia coli vis-à-vis des bêta-lactamines, ça peut être naturellement résistante, c'est Klebsiella vis-à-vis de l'ampicilline, donc ça va être absurde d'en traiter une Klebsiella par une ampicilline, et puis ça peut être acquise, et cette acquisition, c'est soit par mutation génétique au niveau du gène, c'est assez rare, mais surtout par l'acquisition de matériel génétique des plasmides, à travers les bactéries. Donc, trois mécanismes généraux, on les décrit pour les plus jeunes. Donc là, c'est une paroi bactérienne. Donc ça peut être soit deux moyens défensifs, militaires de carrière que je suis, et un moyen offensif au niveau des bactéries. Soit une diminution de la concentration intracellulaire, soit par la diminution de la perméabilité des porines, ou bien un effet d'efflux, ou bien par la modification de la cible, donc les protéines de liaison pour les pénicillines, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce mécanisme enzymatique donc, qui est offensif, la bactérie devient offensive vis-à-vis des armes qu'on utilise pour la traiter, c'est les bêta-lactamases. Alors, bêta-lactamase à spectre élargi, ça nous amène à parler d'une famille hétérogène, comme disait le professeur Mahmoud, d'enzymes bactériennes découvertes depuis les années 80 qui confèrent aux bactéries touchées la capacité d'hydrolyser essentiellement les pénicillines et les céphalosporines de première deuxième génération. Mais les bactéries, comme disait en cours, je vais paraphraser beaucoup de propos du professeur Mahmoud, qui est notre référent en bactériologie, donc ils sont intelligents, donc ils vont élargir leur spectre d'enzymes pour toucher les C3G, notamment le céfotaxime, ceftazidime et les monobactam, et là, on parle de entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi. Donc ces bactéries, néanmoins, elles n'hydrolysent pas les céfamycines, la céfoxytine, elles n'hydrolysent pas les carbapénem, les mépénem, et elles sont inhibées, heureusement, par les inhibiteurs classiques des bêta-lactamases, à savoir l'acide clavulanique, le tazobactam ou bien le sulbactam. Donc, dans un souci d'épargne des imépénèmes, je pense qu'il faut laisser l'imépénème comme un deuxième rempart et toujours essayer de traiter ces BLSE par d'autres antibiotiques. On va voir les recommandations là-dessus. Et puis ça donne le classique
aspect en bouchon de champagne qui est émis par les bactériologiques parce qu'on a l'effet agrandissement de la bactéricidie par les inhibiteurs des bêta-lactamases. Donc la présence de BLSE, là, c'est encore un problème, c'est quand on a une BLSE, il est fréquemment associé à une résistance au fluoroquinolone. Alors, le rôle des microbiologistes, je pense que c'est un rôle clé. Ça permet deux approches possibles pour les détecter, ces BLSE, soit une approche phénotypique, donc c'est la capacité d'hydrolyser certains céphalospirinases, et puis cette hydrolyse qui est contrebalancée par l'acide clavulanique qui donne un aspect typique des bêta-lactamases à spectre élargi. Donc, il agit au niveau de la pénicilline, des céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, de l'aztréonam. Et puis, on a cette activité qui est inhibée par les inhibiteurs classiques, à savoir le sulbactam ou bien l'acide clavulanique. Ou bien une méthode génotypique qui coûte cher, donc par amplification PCR des gènes responsables. Alors, c'est une question c'est un thème qui est très intéressant. Et puis, vous avez vu beaucoup d'interventions. C'est le problème de résistance. C'est le problème de fréquence. Ce sont des infections fréquentes, que ce soit en réanimation ou bien en hospitalisation. Et ça pose un problème thérapeutique, que ce soit en probabiliste ou bien après documentation, c'est-à-dire après retour des différents prélèvements bactériologiques. Donc, c'est une résistance croissante. Et puis, on assiste à des impasses thérapeutiques. Je pense, en réponse aux contraintes et aux constats qui ont été soulevés par les bactériologistes, je pense que le travail doit se faire en amont, c'est-à-dire arrêter cet usage facile des carbapénèmes à tout azimut. Donc, ça peut constituer des impasses thérapeutiques, le professeur Zwin en a parlé, et ça va augmenter inéluctablement la morbidité et la mortalité. Donc, infection à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, ça pose beaucoup de questions et beaucoup de contraintes. Donc, s'agit-il d'une infection, une colonisation, intérêt de la colonisation pour couvrir ces BLSE? Y a-t-il un foyer à drainer? C'est un souci, un tracas de chaque jour. Il faut chercher ce foyer à drainer, notamment quand on a une infection digestive. Et puis, cette polémique entre intérêt personnel, c'est-à-dire le patient, traiter le patient, et puis l'intérêt collectif pour éviter l'émergence de souches résistantes et une pression de sélection par l'usage irrationnel des antibiotiques. Quatrième contrainte, c'est qu'on a de nombreuses armes, mais c'est une vérité qui n'est pas absolue. Mais la seule classe thérapeutique actuellement disponible et qui reste active à 100% est celle des carbapénèmes. Je parle activité pour les BLSE. Donc néanmoins, les carbapénèmes doivent être utilisés à bon escient. Donc il faut le rationnel, c'est l'intérêt de cette intervention. De nouvelles alternatives, mais qui ne seront possibles que chez des patients après documentation microbiologique, antibiogramme et concentration minimale illustrite, et chez les patients hémodynamiquement stables. Nouvelle résistance inéluctable, comme disait Bouaziaoui, c'est que les pharmaceutiques ne s'intéressent pas aux antibiotiques. On est en fait, en cas on disait qu'il y a de nombreuses armes, je pense qu'on est plutôt désarmé. C'est une question qui est intéressante. Si on voit l'épidémiologie des BLSE en France, c'est 5 à 10% de la population générale qui est porteuse asymptomatique et avec une prévalence qui touche les 18% des patients. C'est carrément un caractère endémique avec une diffusion en intra-hospitalier qui touche certainement la réanimation, mais également les autres services, d'où l'intérêt de cette médecine périopératoire. Une prévalence qui augmente inéluctablement avec la durée du séjour hospitalier et puis une prévalence qu'on commence à voir même en extra-hospitalier et ça devient très inquiétant. Donc, il devra inclure ce spectre des fois de résistance dans le choix des thérapeutiques dans certains patients. Dr Bouaziaoui, on a parlé concernant l'antibiothérapie probabiliste. Certains patients, on doit inclure ces germes dans notre philosophie de traitement antibiotique. Les études épidémiologiques nous montrent qu'il y a une variation régionale en termes d'écologie bactérienne, donc l'intérêt des données locaux-régionales dans le choix des stratégies thérapeutiques et des maîtrises de risques liées aux entérobactéries BLSE.
On doit voir les recommandations internationales, oui, mais on doit s'adapter à notre écologie, à notre vraie vie de chaque jour. Deuxièmement, les portes d'entrée essentiellement les plus fréquents, tractus urinaire, et puis les infections intra-abdominales, et puis les pneumonies acquises sous ventilation mécanique qui restent rares en France, ce n'est pas le cas chez nous au Maroc. Et puis la colonisation, elle est reconnue comme étant un facteur de risque majeur d'infection. Certains cas cliniques de notre épidémiologie locale, c'est juste pour illustrer que ces BLSE, on le rencontre en périopératoire, surtout au service d'urologie. Tel est le cas de ce patient qui a été traité à plusieurs fois pour une tumeur de vessie, résection transuréthrale de vessie, et puis on a une infection urinaire à Escherichia coli BLSE. Cette patiente opérée pour un syndrome oclusif initialement, puis une péritonite post-op. Il s'agissait d'une Escherichia coli BLSE. Patiente est malheureusement décédée. Troisième cas, heureusement, évolution favorable, fracture, polytraumatisme avec fracture ouverte et délabrement de la cuisse, donc qui a nécessité la mise d'une antibiothérapie, mais surtout les soins. Et on a pu sauver ce patient autant sur le plan, au moins sur le plan vital. Et le reste un problème esthétique qui doit être résolu secondairement. Puis le troisième cas, tumeur de l'estomac opérée et puis détresse respiratoire. Il s'agissait d'une Klebsiella pneumonie. Ce patient a été décédé également. Donc, il y a un débat, infection entérobactérie BLSE, est-ce qu'il faut mettre les carbapénèmes? Il y en a ceux qui te disent oui, d'autres qui disent non. Je pense que c'est un faux débat. Et que dire infection entérobactérie BLSE carbapénème, je pense que c'est une fausse bonne solution et que le rationnel qu'il faut hiérarchiser, homogénéiser la prise en charge des infections documentées à entérobactérie BLSE pour optimiser l'arsenal et éviter les impasses thérapeutiques. Pour cela, mon intervention, ça va être une lecture adaptée de dernières recommandations des sociétés savantes de réanimation française et d'infectiologie. Tel était le cas, on probabilise, pour mon ami Abdrahim. Donc les impératifs avant traitement, ça revient aux impératifs de l'antibiothérapie générale, rôle primordial du bactériologiste et du pharmacien hospitalier. Là, je tiens à tirer un mot. Je pense, en parlant de prévention, que le diable se cache dans les mains, certainement. Mais je pense qu'il y a un autre diable, c'est, avec tous mes respects pour les pharmaciens, il y a une bonne relation entre praticiens et bactériologistes, mais le pharmacien, il est cloué dans sa pharmacie, il ne parle pas de la même oreille. Je pense qu'il y a une sourde oreille qu'il faut vraiment aller drainer pour pouvoir avoir tout l'arsenal thérapeutique et pour avoir plusieurs choix, pour éviter la pression de sélection et la prescription d'imipenem. Et puis le rôle de nous, en tant que praticiens, il faut avoir des connaissances en bactériologie et des connaissances en pharmacologie. Donc, il faut connaître les différentes familles de bêta-lactamine, connaître, donc on a les pénams, essentiellement les pénicillines, les pénèmes, c'est les carbapénèmes, les trois, imipénème, méropénème et puis l'ertapénème, les CFM, c'est les céphalosporines et puis le monolactam, et puis les CFM, c'est les céphalosporines avec les différentes générations, première, deuxième génération, quatrième génération, puis une cinquième qui va apparaître, et puis des associations, on en dira un mot concernant les indications. Connaître des données, la pharmacodynamie des antibiotiques, c'est très important. Associé aux données bactériologiques et connaître certains paramètres, notamment le pourcentage de concentration qui dépasse la CMI, le pic sur le CMI, puis l'air sous la courbe, qui permettent de définir un certain nombre de caractérisation des antibiotiques. Les antibiotiques temps dépendants, chef de file, les bêta-lactamines, donc il faut des posologies fortes et puis continues, ou bien des antibiotiques concentration dépendants, c'est essentiellement les aminosides, et puis des antibiotiques qui rejoignent les deux, ce n'est pas le sujet de notre présentation. Le choix de l'antibiotique se fera en fonction des infections à entérobactéries BLSE, parce que c'est un caractère essentiellement enzymatique de la résistance. Donc l'inactivation des bêta-lactamines dépendra du niveau de la production de l'enzyme et l'affinité de la molécule prescrite, ce qui explique les différentes microbiologiques constatées in vitro entre les différentes BLSE. Donc le choix doit répondre à certains impératifs. Outre la sensibilité in vitro, une meilleure diffusion possible comparativement à la CMI de la bactérie isolée. Est-ce qu'il y a un foyer extirpable? Ça va être une hantise, un souci de chaque jour, un cathéter infecté à retirer, ou bien une infection péritoniale
à aller reprendre ou bien opérer. L'effet inoculum, augmentation de la CMI si le micro-organisme inoculé est important. Et puis, facteurs liés à l'hôte, quand on a des dysfonctions d'organes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, allergie médicamenteuse, les antécédents de commission, ils vont faire contre-indiquer certaines molécules. Et puis, à la fin, et là, c'est le rôle du pharmacien qui doit être un pharmacien hospitalier, la disponibilité des antibiotiques qui doivent être, on doit avoir toute la gamme des antibiotiques disponibles et puis avoir un référent là-dessus. Alors, quels sont les antibiotiques? Donc, la lecture de ces recommandations. Donc, il y a des évidences concernant la céfoxytine, bien qu'il n'est pas commercialisé. Donc, on va retenir une résistance naturelle de l'entérobactère pour la céfoxytine, contrairement à l'espèce Escherichia coli. Et puis, la facilité d'acquisition de résistance à la céfoxytine de la Klebsiella, donc on ne doit pas les prescrire pour la Klebsiella pneumonie. Et puis, l'effet inoculum doit nous faire éviter également cette molécule. Deuxième molécule, l'association amoxicilline acide clavulanique. Donc, les entérobactéries sont productrices essentiellement d'une enzyme, la CTXM, qui est l'enzyme de résistante prédominance actuellement, notamment en France. Donc, avec une faible activité sur l'acide clavulanique. Donc, l'association reste d'une faible activité. Pour les patients de réanimation, donc une évidence, ce sont des patients hémodynamiquement perturbés avec des états des émonctoires souvent délétères, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, augmentation du volume de distribution au moins à la phase initiale dont on va tenir compte, et puis le rôle de la pharmacocinétique et la pharmacodynamie. Quelques données de la littérature, carbapenem et traitement des infections à entérobactéries BLSE. Donc le débat, on s'est dit que c'est un faux débat, que le carbapenem, oui, efficace sur les infections BLSE, mais on a un risque écologique induit ou associé à l'utilisation accrue du carbapenem. Ça peut constituer des impasses thérapeutiques, donc le bon usage des antibiotiques, le rationnel, doit diminuer leur prescription et puis procéder à une désescalade. Donc là, on doit privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt personnel. Toutefois, la question du traitement définitif par une molécule autre que le carbapenem ne doit se poser en pratique clinique que si la phase aiguë est dépassée et que le patient est stable cliniquement avec des prélèvements microbiologiques, antibiogramme, CMI. Et puis là, et bien évidemment, dans ces cas, c'est l'intérêt personnel qui prime sur l'intérêt collectif. Encore une fois, rôle primordial du microbiologie à travers l'antibiogramme, le calcul de la CMI. Donc, quand on a une infection urinaire à BLSE, il n'y a pas sans bactériémie, sans signe de gravité. Donc, on peut traiter par les bêta-lactamines sans détermination de la CMI. Quand on a une infection d'autres sites, il faut déterminer la CMI. Alors, le choix de la molécule, donc le traitement sera documenté des infections à entérobactéries BLSE. Donc, il faut réserver les carbapenem aux situations cliniques ou microbiologiques où aucune alternative n'est possible. C'est un accord d'experts. La durée des traitements, donc ça a été bien dit par le professeur Harral le matin, il faut raccourcir au maximum la durée totale de l'antibiothérapie tout en gardant ces délais de 48 heures, 72 heures pour revoir l'arrivée des commandes bactériologiques, donc pour voir la désescalade, et puis le 10e jour pour décider de l'arrêt de l'antibiothérapie en fonction de l'arsenal qu'on a, en fonction de l'évolution clinique, et là aussi c'est un accord d'experts. Les prérequis, donc le site infectieux doit être extirpable, contrôle de la source, évolution clinique, stabilisation, pas d'état de choc, pas de défaillance d'organes, et puis type d'enzyme, c'est les CTXM, c'est pour les Français, et puis une CMI inférieure à 8 mg pour le Pipera tazobactam, avec la bactérie concernée, c'est essentiellement l'Escherichia coli. Concernant l'amoxicilline acide clavulanique, donc c'est à bannir en réanimation, même si sensible in vitro, la concentration enzymatique et l'affinité pour l'enzyme ne permettent pas une utilisation même en relais. On peut l'utiliser aux urgences ou bien en neurologie pour des pylonéphrite aiguë simple sans signe de gravité. Donc à raison de 2 g d'amoxicilline et 200 mg d'acide clavulanique, il faut faire attention au dosage en acide clavulanique 3 fois par jour avec un relais oral possible. Pour l'association Pipera tazobactam, donc à condition, pas de signe de gravité, sans bactériémie, faible inoculum, avec une CMI inférieure à 8 pour les infections urinaires et une CMI inférieure à 4 pour les autres infections. C'est un accord d'experts. Et puis, optimisation des modalités d'administration, perfusion prolongée ou bien en pousse seringue sur 24 heures, avec une 4 g sur 30 minutes, posologie élevée, au moins 16 g par jour, si fonction rénale normale et le poids qui dépasse les 60 kg. La céfoxytine, un mot sur certaines molécules, elle n'est pas commercialisée au Maroc, donc j'en passe pour gagner un peu de temps. La cifépime commercialisée, mais ce n'est pas l'indication pour les BLSE. Un mot également.
l'antibiothérapie selon le site. Donc, la priorité, ça va être sulfaméthoxazole, trimethoprim, c'est-à-dire l'association. En deuxième choix, n'est pas commercialisé. Donc, on peut passer, quatrième choix, l'association amoxicilline acide clavulanique s'il n'y a pas des signes de gravité, infection urinaire, Escherichia coli, ou bien le Pipera tazo. Cinquième choix, les aminosides, attention, s'il y a, donc le durée 5 jours, et faites attention à l'insuffisance rénale, donc gentamicine, l'éthylmycine, l'amicacine et la tobramycine. À la fin, et le dernier recours, ça doit être une carbapénem. Pour les pneumopathies décommentées, c'est Pipera tazo. Donc, on va faire un relais ou bien poursuite le traitement, c'est déjà instauré en probabiliste. Donc, et puis, pour les fluorocolonnes, on peut faire relais également par les fluorocolonnes si l'évolution clinique elle est favorable et la souche elle est sensible. Un point, c'est le piperacilline tazobactam, c'est essentiellement perfusion. Les fluorocolonnes nous offrent cette possibilité péros. Pour les infections intra-abdominales, pipera-tazo, patient stable sans signe de gravité, infection contrôlée. Sinon, on passe à l'imipénème, méroponème, c'est le patient en choc septique ou bien la source d'infection n'est pas contrôlée. Là, une petite remarque concernant cette classe, c'est que si pas d'alternative au carbapénem, plutôt l'ertapénem pour deux raisons au moins, parce que l'ertapénem il est aussi efficace que l'imipénem et le méropenem dans les infections à germes sensibles aux 3 antibiotiques, et puis deuxièmement, parce que l'erta étant inactif sur le pseudomonas, son utilisation n'induit pas l'émergence de pseudomonas résistance. Place aux nouvelles molécules, donc association céphalosporine, inhibiteur de bêta-lactamase, à savoir céphtalozane, tazobactam, ceftazidime, avibactam. Donc activité dépend de la CMI. Meilleure activité pour les Escherichia coli si on le compare au Klebsiella ou bien à l'entérobactère. Et puis l'activité est variable en fonction de l'enzyme. Ces deux antibiotiques ne peuvent nullement être utilisés en probabiliste et puis indispensablement avoir un antibiogramme et une CMI. Donc, ce n'est pas une alternative au carbapénem, on doit les garder pour garder leur activité sur les bactéries résistantes au carbapénem, car il s'agit d'un dernier rempart, je pense qu'il est déjà dépassé, comme disait le professeur Mahmoud. Considération pratique. En cas d'infection à BLCE sans signe de gravité, il faut optimiser l'antibiothérapie par utilisation de posologie élevée, intraveineuse prolongée ou bien en continu, dose de charge pour le Pipera, le cefipime, ceftazidime, méropenem, ajustement posologique en fonction du dosage plasmatique et la CMI, et puis suivre les durées de traitement habituellement préconisées. Place de la désescalade, recommander mettre en place une désescalade de l'antibiothérapie pour toutes les infections résistantes au C3G et au BLSE, privilégier l'antibiothérapie à spectre le plus étroit possible, moindre impact écologique et privilégier le relais oral chaque fois qu'il est possible. Donc les antibiotiques à moins d'impact écologique, on les citerait aminosides, amoxicilline acide clavulanique, pipéracilline et en dernier lieu les carbapénem. En conclusion, le traitement des infections à Escherichia coli à entérobactéries productrices de bêta-lactamase à spectre élargi est un vrai challenge. Carbapénem, oui, intérêt personnel, mais attention, résistance pour la collectivité. Utilisation des autres bêta-lactamines serait envisageable chaque fois qu'on a un antibiogramme, mesure de CMI pour certaines infections, notamment les sites en dehors des sites urinaires, patient stable hémodynamiquement, foyer infectieux drainé et que les doses et les modalités surtout d'administration soient optimisées. D'une façon schématique au Maroc, nos actions doivent être préventives, traitement, travail d'amont, l'hygiène, l'usage des antibiotiques, que ce soit en médecine de ville, aux internes, aux urgences, les médecins des différents services chirurgicaux et médicaux, et puis avoir surtout un référent, le référentiel, et c'est le rôle du CLIN. Le traitement également, travail d'aval, isolement géographique, il faut y penser, référentiel du CLIN, intérieur du laboratoire, et puis le pharmacie qui doit enrichir son arsenal d'avoir tous les antibiotiques, que ce soit en réanimation ou bien en médecine périopératoire. Alors, je termine par la phrase avec quoi j'ai commencé. Tout un chacun dans son champ d'action, mais tous unis pour la même cause qu'on pourra gagner le défi microbien. Merci. Merci beaucoup, professeur Kshina, pour votre mise au point très explicite. Je pense qu'on aura droit à des questions dans la salle.